1, 2, 3. Il est 2h30 ce samedi. La campagne électorale pour les régionales est officiellement ouverte depuis lundi dernier et non pas avant, contrairement à ce que tous les médias disent. Après les attentats du 13 novembre, on a dit « Ah, la campagne est interrompue, elle va reprendre ». Mais en fait, elle n'était pas ouverte officiellement. Tout le monde oublie de le dire. Nous le disons. Une campagne, ça dure 15 jours et ça a donc commencé le 23 novembre. Merci beaucoup d'être là, messieurs. Il n'y a que des messieurs. Parce que les dames ici sont derrière les caméras, dans la régie. Mais je continue ou je continue. Donc voilà, vous n'êtes que des mecs, mais vous êtes 4 représentants de 4 listes sur la dizaine, je dis dizaine, qui se présentent aux élections régionales. Dizaine parce qu'il y en a peut-être 11. Les papiers que j'ai reçus, que tout le monde a reçus, il y avait un parti fédéraliste européen qui était prévu, mais avec un X à la place du nom. Donc peut-être qu'il n'y a que 10 listes, il faudra vérifier cela dans les mairies, bien entendu, puisque les mairies officiellement présentent toutes les listes à l'affichage. Donc merci d'être là. Il y a EELV, PS, DLF et FE. Si on peut appeler ça comme ça. Donc EELV, tout le monde connaît, c'est les Verts. Le PS, c'est Christophe Catusse, c'est le Parti Socialiste. DLF, c'est Debout la France, dont un monsieur assez connu qui est le porteur de cette liste au niveau national, qui s'appelle monsieur Dupont-Aignan. Et donc FE, en fait, c'est Faisons ensemble, ou encore la vague citoyenne, dont monsieur Roudier, ici présent, est le représentant. Voilà, ben on va essayer de discuter. Vous allez essayer de discuter avec nous, entre vous. Vous connaissez plus ou moins Canal Pourpre. Notre petit rêve, c'est de discuter politique, ce qui est vraiment très difficile en autant où ce qu'on appelle le débat politique est réduit en général à des monologues juxtaposés. Donc on aimerait éviter ça. Je sais qu'on va peut-être pas pouvoir, mais comme tiens, il n'y a pas d'eau sur la table. Elle est par terre, c'est pas. Vous avez soif, il y a de l'eau. Je m'en occupe. Voilà, on va donc essayer d'éviter les monologues juxtaposés, mais c'est difficile, bien sûr. On vous demande d'insister un peu sur, eh bien, ma foi, vos propres compétences dans cette affaire politique, c'est-à-dire sur quoi vous aimeriez insister, quels sont les problèmes qui vous tiennent le plus à cœur et comment vous voyez une solution. Voilà. Je n'en dirai pas beaucoup plus, parce que mon petit camarade va ajouter quelque chose. Avec le long tunnel que tu as fait, on va peut-être pouvoir démarrer très très vite. Je voudrais quand même ajouter un truc dont j'ai déjà parlé à M. Roudier tout à l'heure. C'est que du point de vue du citoyen ordinaire, il y a une chose qui me frappe en tout cas, il me semble, dans les papiers que nous recevons depuis ce matin, dans nos boîtes aux lettres, c'est qu'au fond, c'est un peu comme pour les autres élections, il est très difficile de vous distinguer puisque vous êtes tous extrêmement gentils, extrêmement solidaires, extrêmement ensemble. On nous dit qu'il faut vraiment faut être toujours tous ensemble. On le dit, on le répète sur tous les tons à propos d'à peu près n'importe quoi, le pire comme le meilleur. Et au fond, voilà, moi ce qui m'intéresserait, c'est que ce débat m'éclaire un peu sur les distinctions qu'on peut faire entre vous. Mais bon, vous êtes là pour ça. À toi. Eh bien, on va peut-être commencer par ce qui est une singularité de ces élections régionales, c'est que la région va changer.
va passer à un territoire qui est grand comme l'Autriche, c'est quand même pas rien. 84 036 km². Voilà, donc c'est quand même, je crois que ce sera la plus grande région de France. Voilà, ma première question c'est là-dessus. Est-ce que vous vous êtes préparé, est-ce que vous avez réfléchi à dans le cadre bien sûr de la loi NOTRe et de toutes les lois sur la décentralisation qui ont commencé depuis les années 80, comment vous inscrivez votre action politique dans cette super région que va devenir la région Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin? Certains ont proposé l'acronyme APOIL, que je trouve pas mal, pour Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin. Je ne sais pas si, parce que là, je crois que le nom n'est pas encore défini. Bon, je vois pas le rapport. Plus sérieusement, Poitou-Charentes-Limousin. Oui, non, mais APOIL, pourquoi APOIL, quoi. Voilà, comment vous inscrivez votre parcours, votre combat politique, votre action politique dans une super région? On va peut-être commencer par la vague citoyenne. Très bien. Donc tout d'abord, cette région qui est immense, la difficulté qu'on va avoir, pour ma part, ça va être de ne pas tomber dans le schéma que nous avons actuellement d'une centralisation au niveau de l'État. On risque de reproduire ce même schéma, c'est-à-dire avoir des politiques fortes au niveau des métropoles et laisser sur la touche tous les territoires ruraux. Et ça, je sais de quoi je parle. Je suis maire de Condacé-sur-Vézère. Je suis également conseiller communautaire en charge du tourisme et de l'agriculture. Donc toutes ces problématiques sont des problématiques qu'on va retrouver au niveau de la région. Et c'est des phénomènes que l'on voit où les gros moyens sont affectés aux grosses régions, aux grosses métropoles, sont affectés aux grosses entreprises, sont affectés aux grosses zones économiques. Voilà. Donc je m'inscris à l'opposé. Le tourisme fait partie d'une compétence exclusive de la région, effectivement. Il y a énormément de travail, on a un fort potentiel, mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'on se redirige sur le territoire, sur les territoires ruraux, parce que ça ne sera pas les grandes métropoles qui accueilleront les touristes, si on veut parler de tourisme. Si on veut parler d'agriculture, ce n'est pas l'agriculture qui va se jouer dans le Bordelais ou uniquement en Charente, c'est tous nos petits territoires, le Sarladais, le Bergeracois, on a chacun un potentiel, et c'est à nous à les défendre. Acteurs du terrain, mais qu'on soit accompagné par la région. Excusez-moi, mais oui. C'est paradoxal alors. Si vous accusez la région d'être une recentralisation, en quelque sorte, hein, non, je n'accuse personne. Il faudrait carrément boycotter ces élections. Non, je n'accuse personne. Je dis juste qu'il ne faut pas reproduire ce schéma. Donc c'est à nous à défendre ce nouveau modèle. Ce nouveau modèle, comme vous me posiez la question tout à l'heure, savoir pourquoi on n'est pas uni avec tel ou tel parti, puisqu'on a des affinités, on va dire. Tout simplement parce que en particulier. Oui, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le Parti Socialiste, puisqu'on m'a demandé de voir sur quelle liste j'étais, à quel niveau j'étais sur une liste du Parti Socialiste. C'est tout simplement parce que je ne veux pas rentrer dans un parti, et c'est aussi le mouvement citoyen, c'est de sortir de ces schémas politiques où on est tenu de respecter un discours politique, un schéma économique également, et là on sort de ça et on va exprimer réellement les besoins du territoire, sans avoir de discours à tenir ou d'engagement à respecter. On est là pour faire nos preuves. Voilà. Bien, Debout la France, on va peut-être présenter, mais très rapidement, ce parti politique. Donc on peut dire parti souverainiste, ça vous convient? Ce n'est pas un gros mot. Bien, c'est pas un gros mot. On peut dire souverainiste. Même si dans l'esprit des Français, c'est un terme qui des fois... c'est pas très clair d'ailleurs. Souverainiste, royaliste. Le peuple souverain, le pouvoir au peuple souverain, moi ça me parle, donc souverainiste. Est-ce que vous partagez les mêmes craintes que les représentants de la vague citoyenne concernant... Parce qu'en gros, vous êtes plutôt pour ou contre cette recentralisation, enfin, ce qui n'est pas une recentralisation, mais est-ce que... quelle est la position? On est totalement opposé au dispositif de la loi NOTRe. On a d'ailleurs... Il y a un courrier qui part à tous les maires de Dordogne, de notre tête de liste, Yvan Setz, donc maire du Lot-et-Garonne. Parce que tout à l'heure, paradoxalement, quand on se rappelle des lois de décentralisation de 82, où le sujet c'était de remettre les centres de décision à proximité du citoyen, on s'aperçoit que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au niveau des intercommunalités, au niveau des régions, c'est qu'on rééloigne à nouveau le citoyen de ces centres de décision. Et on est en train de constituer j'allais presque dire des monstres, quand on sait que dans la nouvelle région, entre Guéret et Pau, je veux dire, quel est le sentiment du citoyen normal qui se dit qu'est-ce que j'ai en commun
pour vivre dans une région cohérente entre la Creuse et les Pyrénées-Atlantiques. Et ça pose un réel problème, parce qu'autrement, on peut continuer. Et moi, je vais vous proposer de faire une seule grande région qu'on appellera la France, et on aura recentralisé. Mais je veux dire, à remonter comme ça, il y a quelque chose que je trouve paradoxal. Et donc, oui, les craintes, elles sont les mêmes, moins de proximité, un sentiment de ne plus comprendre les périmètres, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur les marchés, nos concitoyens ne comprennent plus du tout quelles sont les compétences de la région, de l'intercommunalité. Enfin, on voulait simplifier, soi-disant, le millefeuille administratif. Voilà, on revient sur ce millefeuille territorial. On l'a bien compliqué. Et juste la dernière chose, c'est que le citoyen, on s'aperçoit que les citoyens sont quand même très déconnectés de l'action politique aujourd'hui. Il y a quand même un rejet massif de la politique. Et j'ai peur que ces régions créent au niveau électoral aussi de l'abstention, parce qu'on ne comprend pas. Et on a bien vu ce qui avait été fait sur les élections européennes, où on avait essayé de faire des grandes régions, soi-disant, pour rapprocher le citoyen de ses députés européens. Mais on avait fait des régions tellement énormes qui allaient du Languedoc-Roussillon à l'Aquitaine, ça n'a pas marché. que voilà, on se retrouve avec des gens qui sont complètement dégoûtés et qui s'écartent de la politique. Alors avant que vous vouliez intervenir, on va faire tourner un peu la parole. Juste une précision, les régions en Allemagne, elles sont aussi grandes et ça fonctionne très bien, il y a une cohérence territoriale, il y a plus d'autonomie, mais aussi plus de compétences, mais c'est vrai que ce n'est pas la même histoire entre la construction de l'Allemagne et la construction de la France. Est-ce qu'au Parti Socialiste, on partage cette même crainte on va dire, inégalité territoriale entre, parce que c'est souvent ce qu'on entend, entre territoires dits ruraux et grandes métropoles qui va avaler un peu l'économie? Déjà, c'est vrai que jusqu'à présent, 22 régions ont dénoncé le fait que ce soit des petites entités morcelées. Donc là, le gouvernement a voulu vraiment une réforme territoriale avec la création de ces grandes régions. Donc de ce point de vue, les choses ont bougé favorablement. Ensuite, les métropoles. Effectivement, les métropoles, on sait très bien que dans notre pays, les métropoles produisent 2/3 du PIB, rassemblent 40% de la population. Quelque part, c'est un peu les vitrines heureuses de la mondialisation, les métropoles. Mais effectivement, il y a le reste du territoire. Et je pense qu'effectivement, ce lien d'équilibre, ce facteur de solidarité territoriale aujourd'hui entre les métropoles et le reste du territoire, c'est justement la région. C'est justement ça, c'est justement le maillon, le trait d'union qui va permettre de prendre en compte les territoires ruraux. Et donc j'estime que la région est une chance pour nos territoires, une chance à saisir. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle gouvernance on adopte à l'intérieur de cette région? Et c'est là, à mon avis, qu'il y a la réponse aux préoccupations qui ont été soulevées. Lionel Frel pour Europe Écologie Les Verts, la région c'est plutôt bien, non? Alors la région c'est plutôt bien. Pour l'instant, il est le seul qui la défend vraiment, parce que lui, au fond, Non. il a discuté. On va y revenir. On va laisser parler Lionel Frel. Il ne peut pas faire autrement, il soutient un gouvernement qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis un homme libre. S'il vous plaît, Lionel. Donc je partage le constat que nous sommes presque tous à faire ici aujourd'hui. C'est le constat que la réforme territoriale a été un petit peu engagée à l'envers, c'est-à-dire qu'on aurait d'abord dû discuter de compétences avant de parler d'agrandissement, et ce projet d'agrandissement aurait dû être construit avec les citoyens plutôt qu'imposé on ne sait trop comment. Donc ça c'est la première chose. Alors après, au-delà des craintes qu'ont les autres candidats, nous ce qu'on veut porter c'est des propositions, parce qu'on est quand même là pour parler propositions. Ces propositions par rapport à cette nouvelle, on fait le constat, il y a cette nouvelle grande région, elle est satisfaisante pour presque personne. Quelle solution on peut faire pour avoir de la proximité avec les citoyens? Une des propositions qui est forte pour nous, ce qui a été fait d'ailleurs dans certains, par exemple en Poitou-Charentes, ce sont des élus référents de territoire. Avoir un élu délégué pour chaque bassin de vie. Et cet élu, dans chaque bassin de vie, puisse animer un conseil citoyen avec les acteurs de ce bassin pour porter des propositions dans le cadre des politiques régionales.
Ça, c'est quelque chose de fort que nous portons pour répondre à cette inquiétude vis-à-vis de la proximité qu'ont beaucoup de citoyens. Vous savez, en Dordogne, on a été le parti qui avons fait la campagne la plus présente, notamment sur les marchés. On a fait plus de 40 marchés à ce jour, où nous avons rencontré les citoyens, des dizaines de réunions et des visites d'entreprise. Et c'est la crainte de beaucoup. C'est peut-être un des échecs d'Alain Rousset, celui-ci, c'est de ne pas avoir su donner de la matérialité à la région. À part quelques logos qu'on va voir sur les lycées de nos enfants, on ne se rend pas compte du fin fond de la Dordogne, de Condat-sur-Vézère par exemple, de ce qu'est vraiment la région si on n'y est pas confronté directement. Et il faut travailler sur ce sentiment, il faut que ce soit plutôt les élus, le conseil régional qui aillent vers le citoyen plutôt que l'inverse. Et c'est dans cet esprit-là qu'on fait cette proposition. Est-ce que vous avez fait un petit bilan de ces conseils de citoyens qui ont été organisés avec ces référents, ces médiateurs ou ces référents? Alors, pour l'instant, ce sont des délégués de territoire qui existent. Et effectivement, les personnes de ces territoires savent à qui s'adresser dans chaque territoire. Parce que c'est vrai que depuis Bergerac, il faut quasiment 2 heures pour aller à l'hôtel de région. Imaginez depuis Bord-les-Orgues, ça va faire un territoire, c'est quoi? Comment on délimite un territoire? Simplement sur ce qu'on appelle les bassins de vie, qui sont définis par l'INSEE et qui étudient les pôles d'attraction, le Bergeracois par exemple. Mais ça n'a pas laissé des trous. Les bassins de non-vie, ça existe aussi. Non, les bassins de vie se Non, c'est vraiment bien défini. Voilà, Et après, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Sur une multiplicité de critères qui sont pris en compte. Attends, excuse-moi. Non, mais il voulait répondre à une interrogation tout à l'heure. J'ai l'impression que voilà un truc qui vous rassemble tous les quatre, c'est le mot de proximité. Aucun de vous ne va cracher sur la proximité, donc c'est très bien. Mais alors, mettez-vous à la place du citoyen ordinaire, encore une fois. Dites, bon, vous voulez tous de la proximité, c'est sympa, comme vous voulez tous qu'on soit tous ensemble. Mais, alors toi tu as parlé de conseil citoyen. J'ai fait des propositions, oui. Vous avez des... Alors, la vague citoyenne, pour répondre à cette question, mais je reviendrai sur un autre point tout à l'heure, la vague citoyenne est bâtie, on n'attend pas d'être élu, nous, le système il est déjà en place. La vague citoyenne, il y a plus de 100 propositions concrètes, réelles, qui viennent du terrain, du territoire. Donc là, on ne va pas attendre d'être élu, on a déjà des idées qui viennent de la base et qui ne sont pas issues de partis politiques ou de personnes qui ont des idées préconçues. Non, c'est les contraintes que l'on a chacun dans son foyer, dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, voilà. Donc en tant que maire, vous avez mis ça en place, par exemple? Alors moi, j'ai mis en place un agenda 21, parce que j'avais vraiment la volonté de travailler avec tout le monde, et c'est aussi un outil intéressant. Mais là, je parle de la vague citoyenne qui a mis ce système en place, qui est en place depuis plus d'1 an et qui a déjà des résultats, puisqu'on a des propositions. Donc voilà, pourquoi toujours attendre? Toujours fixer des échéances pour dire, voilà, on fera, et puis on verra en fonction de si ça plaît ou si ça plaît pas. Non, on le fait, on y va, et on avance. Pour reprendre... Attendez, donnez-nous un exemple de ça, puisque vous dites, nous, on ne va pas faire, on a déjà fait. Quoi? Vous avez les 10 premiers engagements ici qui c'est des engagements quand même. Là, ce sont des engagements, mais après, vous avez des propositions, mais qui viennent du territoire. Donc, les conseils citoyens sont déjà constitués. Voilà, si c'est ce que veut faire le LV Les Verts, c'est déjà existant. Il n'y a pas à attendre. On peut le faire, on a les moyens. Voilà. Pour répondre un peu à ma critique sur la région, moi, c'est une belle région et j'en suis fier. Et je veux la conserver. Et ce territoire ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est juste que les élus qu'on risque de mettre à cette place ne soient pas assez sensibles à leur territoire, à l'authenticité du territoire. Quand vous posiez la question quel point commun entre Guéret et Pau, je vais vous poser la question quel point commun entre Marseille et Lille, dans le cadre de la France. Donc pour moi, la décentralisation est une excellente chose. On remet, même si on n'est pas d'accord sur la représentativité, on remet quand même le citoyen à condition, l'élu à condition qu'il veuille bien faire son travail, là aussi, et c'est pour cette raison que je ne suis jamais rentré dans un parti, c'est aussi l'engagement de la personne en tant qu'élu sur le terrain et l'engagement qu'il prend vis-à-vis de ses électeurs. Voilà. Donc là-dessus, il y a un gros travail. Pour les régions, si on compare l'Allemagne, et je vais prendre un autre cas, l'Italie, qui ont des régions à peu près similaires, vous avez une étude économique qui est sortie là-dessus, très intéressante, qui prouve qu'avec le même territoire, la même population et même surface, il nous manque simplement les budgets.
Donc décentralisons, renvoyons de l'État ce qui revient aux régions et vous verrez qu'on fera un travail bien plus performant. C'est aussi une question bien de plus compétences. efficace. En Allemagne et en Italie, ils ont beaucoup plus de Il y a compétences aussi. Les compétences, C'est pour les ça que le budgets, budget, c'est vrai que c'est 10 fois plus en Allemagne qu'en France, Voilà. mais c'est pas les mêmes compétences. 4 à 10 fois plus suivant les régions. Est-ce que vous rêveriez d'un système à l'allemande avec une constitution propre à la région? Je pense que DLF ne doit pas être très d'accord avec cette idée. Est-ce qu'on pourrait, voilà, je sais pas, une région utopique ou Non, en alors, France en tout cas? on va pas- Je m'adresse à tout le monde, donc On ne va pas s'abriter encore derrière des grands concepts. On a une structure qui correspond à la France, on a un modèle démocratique. Déjà, allons au bout de ce modèle, jouons notre rôle et je pense qu'on pourra arriver à faire quelque chose. Par exemple, quand on veut défendre son territoire, l'authenticité du territoire, c'est aussi la culture occitane, c'est prendre la richesse présente sur le territoire et la mettre en avant. c'est pas compatible avec ma question. Est-ce que vous seriez prêt est-ce que vous pourriez, Et on a déjà- imaginer on a une déjà les outils. constitution propre à une région, un parlement propre comme ce qui se fait en La Allemagne? question- Quel modèle allemand vous paraît intéressant? La question ne se pose pas, pour l'instant on est sur un modèle. D'accord. S'il faut en venir par là, si ça doit aider le système, pourquoi D'accord. pas, mais je pense qu'on a déjà les moyens pour avancer. Christophe. Oui, justement, je parlais tout à l'heure, je disais que la régionalisation était une chance et que justement, il y a un mouvement qui peut paraître paradoxal, mais qui est en fait très complémentaire. L'horizon de la région s'élargit, mais effectivement, il faut localement une organisation au plus près des citoyens. Effectivement, ça fait partie des propositions d'Alain Rousset d'instituer également des élus référents par territoire, de façon à ce qu'il y ait une identification beaucoup plus forte de l'élu régional. Ça Donc, c'est important là-dessus. On va un tout petit peu plus loin avec les conseils Oui, citoyens. mais bon, Parce que c'est important on y de les viendra, associer. on y viendra. J'en suis Ensuite, sûr. sur la matérialité de la région, effectivement, je pense qu'il y a le bilan dont on peut parler. Je pense qu'on évoquera cela, mais la région intervient désormais, et ça a été renforcé par la loi NOTRe, intervient sous divers aspects dans la vie quotidienne de nos concitoyens, que ce soit les transports régionaux, que ce soit les lycées ou l'apprentissage, que ce soit l'innovation, l'emploi, l'enseignement supérieur. Donc la région est fortement présente dans la vie quotidienne et justement c'est cela qu'il nous faut valoriser, c'est cela qu'il nous faut fructifier. Peut-être debout la France, on finira par- Oui, juste pour dire effectivement que sur le modèle des Länder allemands, je ne suis pas du tout, et à Debout la France, on n'est pas du tout sur cette position. Pour quelle raison? Mais, parce qu'aujourd'hui, nous on estime que la communauté, comme vous disiez, entre Marseille et Lille, c'est qu'il y a une notion de communauté nationale. Et cette notion de communauté nationale, elle a été, à mon avis, capturée par un parti qui fait qu'aujourd'hui c'est mal quand on parle de communauté nationale. Sauf que quand on vit des événements dramatiques, ben là on s'aperçoit de ce que c'est la communauté nationale, ce sentiment. Alors, même si M. Clamens disait tout à l'heure, il y a ensemble écrit, voilà, mais ce sentiment de vivre ensemble, quand même, il existe au niveau de cette communauté nationale. Et moi, je ne fais pas le même rapport sur le découpage administratif des régions. C'est pas la même chose. Vous avez C'est pas culturel, économique. Et la dernière chose, mais je sais que je serai un peu seul sur ce débat, sur ces positions, mais la dernière chose, c'est que moi je veux bien qu'on parle de comité citoyen, de donner la parole, mais tout ça j'ai l'impression qu'on est un peu dans les postures à chaque élection. Et la volonté est de dire dans les discours on va remettre de la proximité parce que justement on est en train de s'apercevoir que cette proximité on est en train de l'enlever. Mais ces discours-là, quand je vois qu'en 2005, le citoyen vote à un référendum et que 2 ans plus tard on lui dit « Cher citoyen, c'est bien, tu as voté comme ça, mais on va faire autrement parce que tu n'as rien compris », ben moi, vous voyez, ça me fait un peu rire tous ces discours de comité citoyen parce qu'il y a des moments où le citoyen on ne le respecte pas quand même. C'est là le problème. Lionel, Il y a un problème. Lionel, par rapport à cette question,
Sur le référendum, vous avez raison, oui, effectivement, Nicolas Sarkozy a complètement mis de côté quelle était la parole des citoyens en 2005, même si sur le référendum, même si moi je portais plutôt le fait qu'il fallait voter oui à ce référendum, parce que dans ce référendum, il y avait une notion d'une Europe sociale qui nous manque tant à l'heure actuelle et qui met en concurrence les différents territoires. Il y avait aussi des avancées démocratiques et notamment le renforcement du rôle du Parlement par rapport à la toute-puissance de la Commission européenne. Et c'est donc dommage que le traité d'origine n'ait pas été adopté et qu'on ait pris uniquement la version économique de ce traité-là, imposé par Sarkozy, comme vous venez de le rappeler. Moi, ce que je vois surtout sur notre région, c'est qu'on a une super opportunité en Dordogne. C'est que cet agrandissement, au final, met la Dordogne au centre de la grande région, au centre géographique de la grande Oui, au région. centre géographique. C'est quelque chose de très factuel. Et après, c'est tous les acteurs de Dordogne, ensemble, on doit se poser la question, c'est comment faire de ce fait une opportunité de développement pour notre département qui se retrouve un petit peu comme ça. Tous les critères, donc Voilà. la Dordogne est quand même à la périphérie et des activités. Et du développement, et surtout. du développement, le taux, la part, il y a pas une dépopulation, mais en tout cas un ralentissement de... Il y a un taux de densité qui est assez faible, un taux de vieillissement de la population. Même si la Dordogne est au centre, j'allais dire, géographique de ce territoire, elle reste quand même, comme beaucoup d'autres territoires d'ailleurs, à la périphérie de ces activités-là. Alors comment tu penses que ça peut... Comment tu vois cette mise en synergie des acteurs pour la Dordogne? Alors nous, notre entrée en politique, vous le savez, c'est par le biais de l'écologie et notamment de la transition énergétique. Différentes études montrent qu'on pourrait créer, si on s'engageait résolument dans la transition énergétique, 150 000 emplois sur notre grande région Aquitaine dans ce domaine-là. Donc il faut qu'on avance par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on se contente des vieilles solutions qui sont portées par quasiment toutes les formations politiques. Pour la Dordogne, on peut faire un constat d'échec. On a quand même le taux de chômage qui est le plus important des 12 départements qui constitueront notre future grande région. Sur le Bergeracois, on a quand même un taux de chômage qui est proche de 15%. Il est vraiment nécessaire et urgent d'explorer vraiment toutes les pistes, et notamment les pistes de la transition énergétique, que ce soit dans les énergies renouvelables, l'isolation, la rénovation thermique de l'habitat, que ce soit dans l'agriculture bio, parce qu'elle est créatrice de 2 fois plus d'emplois à l'hectare, que ce soit dans l'écotourisme, et pas concentrer tout, par exemple, à l'ASCO 4, tous les budgets à l'ASCO 4, et puis ignorer tout le reste du territoire. Tout le reste du territoire doit avoir un développement, une opportunité de développement qui puisse être quelque chose de réel et de construit. Il y a des outils qui le permettent. Oui, Oui, juste une précision. La construction de ces régions, de ces grandes régions, n'entame en rien le sentiment national. Je veux dire, nous sommes dans une la France, République indivisible, et donc ça n'entame en rien le fait que nous constituons une nation, quoi. Vraiment. Et ça, je tiens à insister là-dessus. Bon, on a parlé de centralisation et proximité. Est-ce qu'on peut passer peut-être à un autre sujet un peu plus terre à terre, je ne sais pas. C'est très terre à terre quand même, la proximité, Gilles, tu dis n'importe quoi. Oui, mais bon, ils sont tous d'accord. Non, ils ne sont pas tous d'accord. C'est d'accord. Non, il y a quand même des nuances. Non, pas tous d'accord, mais des vraies propositions pour certains. Il y a 183 conseillers régionaux, si je ne m'abuse, donc qui vont être là élus. Chacun d'eux appartient à des listes, donc chaque liste a combien de noms pour faire une liste, il fallait combien de noms? 15. Pour la Dordogne, oui. 13 plus 2, Oui, hein. voilà, c'est 183 plus, on arrive à 207 au final en comptant les remplaçants. Alors donc ça fait pas mal de monde. Est-ce que vous avez eu des difficultés à composer ces listes? C'est une question comme ça, je me demande comment ils s'arrangent entre eux. C'est taquin quand même. Voilà. Est-ce que ça a été difficile ou pas? Non, mais ça donne aussi une idée de... Parce que tout à l'heure on a parlé du désengagement du citoyen, donc ça donne une idée aussi de l'engagement du citoyen, ça. Oui. Est-ce que ces listes ont été faciles, difficiles à faire? Je ne sais pas.
On va faire Voilà, un tour de table, debout la un tour de France. table. Debout la France. Alors, pour nous, la liste, c'était déjà une première étape qui n'était pas neutre. On n'avait certainement pas les mêmes problèmes que d'autres familles politiques, comme le PS par exemple, qui a d'abord des conseillers sortants. Donc c'est déjà une situation qui est différente. Pareil. C'est déjà une richesse. Qui a un appareil, mais qui doit faire des arbitrages. On l'a vu dans d'autres listes qui ne sont pas représentées aujourd'hui au niveau du débat, qu'il y a eu des arbitrages qui ont été difficiles. Pour nous, justement, la première victoire sur cette élection, c'est d'avoir réussi à constituer des listes dans toutes les régions métropolitaines et hors métropole, puisque dans les 13 régions, Debout la France sera présent. Et la deuxième victoire, oui, merci. La deuxième victoire qu'on a sur la Dordogne, c'est que pour un mouvement qui est relativement récent, qui a été créé d'une scission à un moment avec le RPR, même si le spectre est plus large, hein, quand Jean-Pierre Chevènement vient aux universités d'été de Debout la France, on a élargi un peu le spectre. Sur cette... après, vous pourrez donner de l'idée, mais... la deuxième victoire, c'est d'avoir des maires qui se sont manifestés auprès de nous pour dire « moi, je veux y être ». Et qui sont des maires ruraux. Et ça, c'était pour nous quelque chose qui venait, une satisfaction. Mais c'est la loi NOTRe, c'est ça qui a provoqué, vous pensez, un afflux, Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ça a provoqué ce sentiment de... ce sentiment d'abandon, de perdre les identités de la commune. Il y a beaucoup d'interrogations sur quel sera le rôle du département, parce qu'on a bien vu que le département était au centre du jeu à un moment des débats. Je sais qu'en Dordogne, Germinal Perrault a essayé de dire qu'il avait un peu sauvé le département, mais enfin bon, on sait très bien que là, la démarche... Il vient d'arriver, donc il ne l'a pas encore sauvé, il vient d'arriver. En tant que député, il a mis en place une commission parlementaire pour la sauvegarde des conseils généraux à l'époque. Voilà, mais la démarche qui est entreprise quand même, on se demande si le conseil général va ne devenir que l'agence sociale du département, parce qu'aujourd'hui, on est en train de reconcentrer sur le département uniquement une compétence sociale, avec des difficultés d'ailleurs qui se font jour par rapport au budget. Compétences, on parlait de la constitution des listes. Donc oui, c'était pas facile, mais c'est une étape qui nous a permis de marquer notre implantation, j'espère durable, dans le paysage politique. C'est peut-être le cas de l'UPR qui ne nous a pas répondu, mais enfin j'ai appris l'existence de l'UPR. Et peut-être c'est aussi la même cause, c'est-à-dire les gens sont un peu énervés par cette loi qui leur fait peur, et du coup... la loi, là, on parlait des deux maires qui nous ont rejoints, qui sont sur la liste. Il y a deux maires et deux conseillères municipales. Donc vous voyez que... Il n'y a pas que des mecs, oui d'accord. Donc cette étape, en tout cas, c'était une première marche. La vague citoyenne, est-ce que... Je vais vous répondre, moi c'est très simple. Déjà, je suis maire de Condal-sur-Vézère. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais pas partie d'un parti politique. Et j'ai eu aucun problème à me présenter et aucun problème pour créer ces listes. Pourquoi? Parce qu'on est sur la base d'un mouvement citoyen. Donc les propositions de candidature sont venues de partout. Et un jury citoyen a permis de faire le tri parmi les candidats en fonction des disponibilités, des motivations. Donc il n'y avait pas d'arbitrage comme on peut le voir sur toutes les autres listes. C'est-à-dire, ça s'est fait comment? Expliquez-nous, parce que... Candidature via un site internet sur lequel il y a une charte à signer, avec la promesse de ne pas se représenter, de ne pas cumuler de mandats. Voilà. Vous aviez aussi la charte au niveau de toutes les idées qui étaient les idées de base, qui sont solidarité, démocratie, écologie. Donc qui sont aussi les trois idées de base à ne pas perdre de vue. Et de là, des candidatures spontanées sont arrivées. C'est important à entendre après tout ce qu'on a dit sur l'abstention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce jury qui a fait le tri. Comment ça s'est passé? Pareil, ça a été tiré au sort, tirage au sort. C'est un tirage au sort. Tirage au sort où, démocratique, donc. Complètement démocratique, et il n'y a pas de parti derrière qui tire les ficelles pour dire c'est celui-ci ou celui-là. C'est vraiment le fruit du hasard, et tout le monde avait la possibilité de se présenter. Vous aurez très bien pu ne pas être tiré au sort, vous par exemple. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'en tant que maire de Condat, vous avez, par rapport à la loi NOTRe, est-ce que vous avez suivi ce combat? Quelle est votre position? Parce que c'est quand même ma position, c'est effectivement, il y a de nombreux points à revoir au niveau de l'organisation des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on est tenu de faire mieux avec
un peu moins de moyens. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je préférerais que l'État se dessaisisse de certains budgets et nous laisse un peu plus de moyens à la base pour travailler. Voilà. Prendre des compétences, ça ne me pose aucun problème. Je vais vous dire par exemple, les activités périscolaires, qui sont maintenant de la compétence des communes, représentent un certain budget. Il varie entre, on va dire, entre 5 et 15 000 euros pour une centaine d'élèves, mais ça dépend de l'élu qui va décider de mettre telle ou telle activité dans ses temps périscolaires. Donc là aussi, enfin, pour moi, j'ai mis l'accent là-dessus parce que je pense que c'est important d'apporter de la matière aux enfants et l'éducation est une priorité. Je ne suis pas sûr que tous les maires aient fait ce choix. Ils ont fait un choix budgétaire certainement, et ont fait à minima. Voilà. Mais là, c'est une question de l'élu, c'est la volonté de l'élu. Mais le fait de prendre des compétences, au contraire, on est sur le terrain et c'est à nous d'agir. Il faut après ne pas avoir peur d'agir. Et dans le cadre de la vague citoyenne, on ne se représente pas. Si je venais à être élu, je ne me représenterais pas. Très bien, bravo. Voilà. Ce qui fait que je n'aurais pas peur de mettre en avant les points sur lesquels je me suis engagé, puisque je n'aurai pas de mandat à briguer sur les prochaines échéances. Voilà. Mais vous restez maire en étant élu. Oui. Parce pourtant, vous avez dit qu'il y avait non-cumul, donc comment ça se passe? Oui, le cumul s'adresse pour les maires de plus de 10 000 habitants. Ouais, c'est ça. D'accord. Après, comme je vous dis, moi, faire 70 heures par semaine, ça ne pose aucun problème. J'ai mené des actions, j'en mène encore, et c'est la raison pour laquelle moi, je ne briguerai pas d'autres mandats. Vous avez avancé le non-cumul et vous êtes maire, c'est pour ça que je vous ça dis, m'étonne. en tant que maire et en tant que, c'est 10 000, je comprends en tant tout à que fait conseiller régional, je ne me représenterai pas. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est la volonté d'agir maintenant, parce qu'il y a urgence sur le plan climatique, sur le plan social, sur le plan de l'éducation, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on doit avancer. Bien, donc on termine le tour de table sur la constitution des listes avec le Parti socialiste. Christophe. Oui, sur la constitution des listes, Alain Rousset a souhaité effectivement que ce soit des listes ouvertes à la société civile. Et par exemple, en Dordogne, donc, nous avons 2 personnes qui, pareil, ne sont pas cartées et qui représentent des secteurs clés de notre économie. Ce qui permet d'avoir vraiment une connaissance du territoire. Est-ce que c'est pas un effet d'affichage, parce que le PS nous fait souvent le coup de nous afficher la société civile? Non, je vous vois venir, mais non, c'est pas. Tout le monde rigole quand tu dis ça. Pourquoi? Je sais pas. Écoutez, nous avons effectivement, par exemple, Jean-Pierre Reynaud, qui a été président de la Chambre d'agriculture et qui connaît bien les problématiques agricoles et qui, en responsabilité, peut agir efficacement, connaissant bien les données du problème. Le PS a joué le coup. Enfin, voilà, a joué le coup. c'est ça. Ensuite, nous avons des chefs d'entreprise aussi sur notre liste. Je pense bien sûr à Aurélie, avec une pensée particulière pour ce qui s'est passé pour son entreprise. Un petit mot d'amitié, de solidarité. Mais l'idée, voilà. Ensuite, nous avons des conseillers régionaux sortants, bien sûr. Et puis, Alain Rousset a choisi aussi le renouvellement et le rajeunissement des listes. On en a beaucoup parlé dans la presse, mais effectivement, c'est une réalité sur les listes qui ont été présentées. Je voudrais juste rajouter un mot concernant l'expérience. Effectivement, Alain Rousset est un homme d'expérience et qui présente des idées novatrices. Et je pense que ça sera absolument nécessaire d'avoir cette expérience pour réussir cette fusion des 3 régions. Parce que cela implique effectivement, en termes de gouvernance, en termes de choix, en termes d'organisation, des décisions à prendre, des choix politiques à faire. Et construire cette nouvelle région requiert aussi une expérience, et Alain Rousset présente cette expérience. On termine avec ELV, la constitution des listes. Tout d'abord, je félicite et je salue enfin le Parti socialiste de cette volonté d'ouverture. Je les invite à aller un peu plus loin sur d'autres aspects, par exemple sur la parité, puisque 11 têtes de liste départementales
ce sont des hommes et une seule femme. Chez nous, c'est l'inverse. Hein, on a J'ai oublié de le dire. donc ça. des têtes on a une parité parfaite des têtes de liste. J'ai oublié de dire plein de choses, et notamment que nous avons vocation à rassembler aussi. Voilà. Mais de toute façon, Je reviens. Continue Lionel, je vais aller faire. donc on les invite à aller plus loin par rapport à ça. Donc nous, c'est dans notre ADN, c'est dans nos statuts de parti depuis très longtemps, la parité, tout comme l'ouverture. C'est d'ailleurs ce qui a fondé en 2009 la création d'Europe Écologie Les Verts, cette volonté d'ouverture. Aujourd'hui encore, on peut dire qu'on est une liste écologiste et citoyenne, puisque la moitié des personnes qui sont sur notre liste en Dordogne, par exemple, et c'est vrai pour tous les autres départements, sont issues de personnes qui n'étaient pas encartées chez nous. Certains ont pu nous accompagner à un moment ou à un autre sur d'autres types d'élections sans être encartés. Non plus. Il n'y a pas de, pour nous, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas une volonté d'avoir un certain nombre de candidats qui soient forcément titulaires de la carte du parfait écologiste. Il y a cette volonté d'ouverture. On parlait de l'agriculture, nous avons 2 agriculteurs qui exploitent encore leurs fermes et donc qui sont vraiment de plein pied dans le monde agricole et qui ont aussi des responsabilités, par exemple, à la Chambre d'agriculture régionale ou dans la constitution de filières de l'agriculture biologique. Donc voilà ce qui nous a Mais comme dicté. tes collègues, tu n'as pas eu le sentiment d'un désengagement ou vous n'aviez pas obligé pas d'aller de- à la pêche aux Pas candidats, de, enfin, pas de c'est pêche ça. aux candidats, pas de désengagement. Les gens voilà, viennent nous voir. Et juste pour terminer, là aussi un principe de renouvellement. Hein. Par exemple, la conseillère régionale sortante pour le Bergeracois, Bérénice Vincent, qui est vice-présidente, a fait 2 mandats et par nos statuts, a choisi de respecter nos statuts. De toute façon, on lui aurait imposé de respecter nos statuts, qui sont de pas plus de 2 mandats différents. Nous n'avons personne en situation de cumul sur nos listes par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Voilà, Enfin, bon, la loi sur par le cumul exemple, est quelqu'un me tellement posait la question, gentille. pourquoi Brigitte Allain n'est pas sur votre liste? Pourquoi? Parce que les statuts de notre parti nous interdisent d'avoir une députée ou un député qui soit en même temps candidat à cette élection-là, en même temps conseiller régional. C'est pas le cas du Parti Socialiste. Ni du Parti Socialiste, ni d'autres. Hein. Moi, j'admire par exemple M. Audy, qui va être capable de travailler à Paris, d'être maire de Périgueux et responsable aussi dans la communauté d'agglomération et conseiller régional. J'admire cet homme-là, quoi. Je suis pas républicain, je suis pas un surhomme, je m'aperçois qu'eux sont formidables. On va parler des infrastructures de l'aéroport, ça va peut-être aider. Juste sur le cumul, mais on peut faire la même chose avec Alain Rousset. Vous pouvez y aller aussi avec Alain Rousset. Je ne suis pas là pour défendre Antoine Audy, mais Alain Rousset, il est député, il est président de l'association des Oui, ça le cumul. Mais il ne travaille pas à Paris. régions. Mais il ne travaille pas à Paris la moitié de la semaine. Bon, d'accord. Oui. Après, il y a la loi. Ni La loi. Virginie Calmette. La loi est sympathique. Non, la loi est... En tout cas, il y avait un engagement Tu veux à enchaîner, modifier la loi sur le nombre J'enchaîne, de si tu veux. mandats. Cette loi a été modifiée. Qui dit que, effectivement, en 2017, les parlementaires devront faire le choix. Oui, non, mais ça, voilà, l'idée c'était de faire avec une première étape. Et notre tête de liste départementale, Pascal de Guillem, a très clairement Il a annoncé son publiquement choix. les choix. Donc voilà, c'est important aussi C'est progressif. de le dire. Il sera ni vice-président ni président. Oui, mais cette loi qui a pour but de dire que c'est pas possible de cumuler, je ne comprends pas pourquoi les élus qui l'ont voté n'en tirent pas les conséquences immédiatement. Ça, moi j'étais effaré de voir Bernard s'appelle la Cazot politique, sur mon Twitter petit. en train de dire j'ai voté la loi contre le non-cumul des mandats au Sénat, et alors que depuis des années il a cumulé un poste de sénateur et de président de conseil régional. Alors C'est ce qui fait là, rigoler c'est- tout le voilà. monde. La France fait bien rigoler tout le monde. Bon, très Bien. bien. Moi, j'ai une petite question. Alors, on ne va pas trop tarder parce ça va faire 3 quarts d'heure qu'on est là. Déjà. Et le temps passe. Moi, j'ai une petite question, mais peut-être que je ne sais pas si ça vous intéressera. C'est une question un peu auto-centrée parce que on parle de médias et je vois que parmi les compétences de la région, alors il y a des compétences exclusives, mais il y a aussi une simple participation et contribution. Et parmi ces dernières, les participations et contributions de la région, il y a le thème des médias.
un service de TV destiné aux informations sur la vie locale. Alors évidemment, ça nous intéresse à Canal Tour parce qu'on essaye de faire un truc comme ça. Mais bon, on n'y arrive pas trop, mais un petit peu quand même. Est-ce que vous avez une position là-dessus, et peut-être de manière générale sur le traitement médiatique des élections, quoi, de la discussion politique, voilà, ça nous intéresserait d'avoir votre point de vue. Et aussi là-dessus. comment faire émerger des médias qui soient réellement des médias qui se préoccupent Si ça vous des embête habitants. pas, oui. Écoutez, je vais bien commencer. Moi, j'ai le cas. Alors, j'ai pas la chance d'avoir sur notre territoire, sur le Terrassonnais, une télévision comme la vôtre. Mais par contre, on a sur le même modèle une radio associative et également un journal d'information par Internet avec une newsletter. Mais je trouve ça excellent parce que ça nous permet de diffuser l'information même en tant que collectivité, mais aussi sur la vie associative et de mettre en relation, et c'est le but de l'information, de faire partager ces informations et de ramener, on va dire, un peu de lien social. Ça marche. Oui, Voilà, et ça marche très bien. Oui. Et c'est Vous avez des retours, vous avez des... c'est un outil qu'on utilise couramment pour communiquer sur toutes les actions qu'on mène. Et ça va dans tous les domaines. Et c'est vrai que la télévision ajoute un élément supplémentaire qui permettrait, au niveau du tourisme, puisque via Internet, Vidéo. tout ce qui peut être filmé, diffusé, permet aussi après d'accompagner sur le territoire ce qui peut être fait. Et à l'échelle régionale, vous auriez une proposition pour accompagner des but- médias associatifs, participatifs? Le but, ça serait d'amener une aide à la création de ces médias associatifs pour justement améliorer le maillage sur tout le territoire. Et je pense que la Creuse, on décrit souvent la Creuse, je pense que la Creuse a autant d'intérêt que notre Périgord qui bénéficie Ils sont d'un imagement. exemplaires. Ils sont exemplaires. Télé 1020, c'était une télé pionnière en télé locale. Mais voilà, ils ont des choses à faire. Être ancêtre à tous. Télé 1000 vaches. Télé 1000 vaches. Je pense qu'il faut accompagner ces initiatives. C'est important pour la culture du territoire, l'authenticité. Après, à nous élus, de savoir s'en servir pour valoriser nos territoires et attirer du monde sur nos territoires. Et donner confiance, et c'est un peu, on parle du vieillissement de la population, c'est aussi donner l'envie à nos jeunes de rester sur le territoire, parce que le problème de la métropolisation, c'est ça aussi, c'est que nos jeunes, on n'est pas capable de leur offrir quelque chose sur le territoire, Ils sont dans nos attirants. territoires Oui. ruraux. Oui. Voilà. Donc on a des atouts, on a un patrimoine culturel, linguistique. À nous de le mettre en valeur et pour que nos jeunes restent ici, qu'ils se prennent en main pour valoriser ce territoire. Voilà. Ils ont la chance d'avoir un territoire comme Oui. ça. Oui. Juste 2 points sur les médias. Par rapport à ce que vous disiez, sur le plan électoral, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il existe des médias publics sur le territoire, radiophoniques, télévisés aussi, et que ces médias-là devraient avoir une mission de service public qui n'est pas du tout remplie au moment des élections. Parce que quelques têtes de liste sont invitées à des C'est débats, ça. mais on ne met pas sur un plan d'égalité toutes les personnes. Quand on disait, vous nous demandiez est-ce que ça a été difficile de constituer les listes. C'est là où je dis, on a montré par la constitution de ces listes qu'on était capable de porter un message devant les citoyens. Mais ce message, on ne peut plus le porter devant les médias en dessous de un certain seuil dans les sondages, une certaine expérience. Bien C'est sûr, ça c'est les bien. raisons qu'ils vous donnent. Vous disiez l'expérience, c'est bien, mais c'est bien aussi de donner Les raisons qu'ils vous la voix. donnent, c'est Ah, quoi? mais C'est que vous êtes un petit et donc on vous interviewe pas. Parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'était Ça, pas au départemental, on a fait 6000 voix aux européennes, mais comme on n'était pas au départemental, on n'a plus le droit. Et pour faire un débat, de toute façon, on ne peut pas être à 10 parce qu'on ne peut pas faire un débat d'1 heure. Moi, j'avais dit, faites un débat de 2 heures. Et puis, ça sera résolu. Non, mais s'ils veulent, moi je peux leur faire le débat. Par contre, juste un point, par contre, là, je reviens sur le sujet des médias locaux. Vous avez eu la gentillesse de nous inviter. Je sais que Radio Liberté, je suis passé sur Radio Liberté, qui est une petite radio associative aussi à Ribérac. Les médias aujourd'hui, un des canaux, et notamment les petits médias télévisés, c'est quand même Internet. On ne pourra pas dissocier la promotion de ces médias sans parler du déploiement du haut débit et de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, on peut effectivement se satisfaire d'avoir ces médias qui donnent, et beaucoup de gens s'informent par Internet. Avec des travers aussi des fois. Internet, on peut colporter des choses sur Internet. Mais
Et là, je pense que c'est un sujet, pour avoir vu quelques programmes, qui est quand même, qui traverse un peu toutes les listes. Il faudra absolument que la région accompagne le déploiement de l'Internet. La Dordogne ne peut pas rester avec des zones blanches comme elle le connaît aujourd'hui. D'accord. Okay. Le 24, c'est quand même la compétence de ce... Le SDE, avec Philippe Dussel, il me semble qu'il y avait à une époque un projet qui était assez ambitieux, mais qui, pour des problèmes d'entente avec le président du Conseil général de l'époque, n'a pas pu aboutir. On verra pour la suite. Christophe, juste travailler là aussi. Sur les médias locaux, effectivement, je pense que la diversité des médias, que ce soit support papier, support télé, support radio, contribue à la richesse et à la pluralité de notre démocratie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de diversité dans les médias. Non, mais enfin, il y a quand même différentes formes de médias qui existent, y compris sur notre territoire, et tant mieux, et c'est à développer sûrement. Oui. Enfin, bon, après, mais je considère cela comme une chance, et puis surtout, ça peut aussi permettre aux Bergeracois de prendre conscience également ou de contribuer à valoriser le territoire par rapport à tous les avantages que ce territoire peut présenter. Présenter quelques entreprises qui sont des véritables pépites industrielles sur notre territoire, présenter cela à la population, mais je pense que c'est une bonne chose. Tout ce qui se passe en termes d'innovation dans le monde agricole, c'est aussi présenter cela, c'est aussi une chose. Et tout cela passe par la diversité et la pluralité des médias sous diverses formes que cela prend. C'est pas du tout le cas en France. Il y a une concentration des médias épouvantable. D'accord, mais une espèce de monocolore du discours politique tenu par les médias. Il faut travailler à cela. Il faut travailler à cela. Mais ça ne peut contribuer qu'à la valorisation du territoire et des bassins de vie au sein duquel vivent nos concitoyens. Lionel. Alors d'abord un engagement, je ferai tout pour vous trouver une subvention pour mettre le chauffage dans le studio. On a fait exprès de pas... Donc ça c'est un engagement, le chauffage pour Canal Pourpre. Tu nous laisses de l'IAS en voilà. partant. S'il faut. Mais pour être plus sérieux, les Américains appellent les médias le quatrième pouvoir. Et c'est aussi une des conditions de l'exercice de notre démocratie d'avoir les médias, une presse et puis des médias audiovisuels qui soient les plus divers possibles pour porter cette parole. Vous êtes les seuls, au final, à organiser un débat à l'occasion de cette élection régionale en Dordogne, entre les différents candidats, que ce soit à 5, 8, 10. C'est important que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est par rapport à votre question sur la place des médias. Vous êtes les seuls, qui montre qu'au final, il y a quand même un petit déficit de débat qui ne peut pas être porté sur la place publique. Alors, il y en avait un qui était prévu par vos confrères de France 3 et France Bleu, mais qui a été annulé en raison des dramatiques attentats de Paris. Et c'est vrai que dans cette période de deuil national, on ne pouvait pas être là, confronté à nos programmes, alors même que l'expression qu'on devait avoir, c'était celle de la solidarité nationale, et c'est ce que, nous, on s'est tenu à faire pendant cette période de deuil. Voilà. Les médias, mais la culture. La culture, c'est aussi une des compétences du Conseil régional de façon plus large. Pas simplement une culture qui soit une culture, utilitariste. C'est pas simplement pour mettre en valeur un territoire. La culture, c'est pas que ça. Il y a aussi une expression, et cette culture, elle est au cœur de notre démocratie. Donc, c'est des choses. On doit le porter. C'est pas dans les compétences. Je vois pas le mot. La culture, c'est une compétence partagée avec le département. Elle est pas. Et le sport aussi. C'est la principale compétence, mais ça y est. Voilà. Mais la culture, la culture y est. C'est pour ça que les médias y sont. D'ailleurs, on a la chance parce que vous êtes la culture et
D'accord. Je pense que vous allez avoir beaucoup de boulot parce que pour ceux qui seront élus, avec cette fusion des grandes régions, les services d'État, on ne sait pas s'il y aura 3 rectorats, un seul grand rectorat un Il y en jour. aura un seul. Il y en aura un seul, ça va quand même poser voilà, mais en termes de formation initiale, continue, etc., et même de positionnement sur les établissements scolaires. Les services culturels, les fusions, je ne sais pas, Éclat par exemple, et d'autres, les services du livre, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir une réduction du personnel? Il y a quand même la fusion au-delà de ces élections régionales. Il y a des enjeux qui me paraissent compliqués, donc ça va être du boulot pour les élus. Est-ce que les élus auront un peu la main là-dessus? Je ne suis pas non plus forcément persuadé. Et puis c'est un peu ce que je dis, mais non, voilà, je voulais terminer sur les transports, parce qu'il y a un point qui me... Non, on terminera sur chacun, enfin s'ils veulent D'accord. ajouter un truc. Alors moi, le dernier point que je voulais On arrive à aborder, la fin, là, c'est ça. bientôt, le dernier point que je voulais aborder, c'est le problème des transports. Tu parlais de M. Audi tout à l'heure. Paris, la Dordogne, arrête de me couper la parole. Paris, la Dordogne, ça se fait en avion, mais bon, voilà. La question de la LGV, la question de l'aéroport, le fait que ces fichus TER, Sarlat, Bergerac, Bordeaux, c'est quand même la galère. Et ça fait il y a quelques améliorations, mais ça fait un moment que ça dure. Rapidement, je ne sais pas, par exemple, est-ce que votre participation citoyenne, elle est plutôt... est-ce que vous avez eu des échos par rapport à l'aéroport de Bergerac? Parce qu'il y a Brive, il va y avoir toute une réflexion sur les mises en réseau des aéroports. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les ferme ou pas? Quelle est votre position globalement sur les infrastructures, notamment sur l'aéroport et le train? Alors les propositions qui ont été faites n'ont pas vocation à définir les futurs aménagements, qui sont la plupart déjà décidés ou en passe de l'être. Donc ce qui remonte, c'est les problématiques, c'est-à-dire avoir suffisamment de dessertes au niveau local. Et quand on a besoin de se déplacer pour aller travailler, on ne va pas prendre l'avion. Donc je veux dire, la priorité, c'est des déplacements à coût réduit et sur des agglomérations proches, agglomérations ou métropoles proches. Voilà, donc quelqu'un qui va aller travailler à Périgueux en étant à Condat-sur-Vézère, par exemple, il souhaiterait avoir au moins 2 trains aux horaires qui permettraient d'aller travailler à des horaires tout à fait normaux. Voilà, et c'est la priorité qu'on doit mettre. Après, les grands investissements, pour se dire on se dote de grands moyens de communication, je ne suis pas certain qu'au niveau de la rentabilité de l'investissement public, on soit dans la bonne ligne. Voilà. Debout la France? Alors, si je prends les différents points que vous avez cités, sur la LGV, on est totalement opposé à la LGV et j'attends avec impatience le second tour pour voir comment M. Frel et M. Rousset vont rediscuter de fusionner les listes alors qu'il y a un désaccord total a priori sur ce sujet. Même si, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est sorti du gouvernement un petit peu c'est un cadeau empoisonné à Roussel, je dis. Ouais. Plus pour... Ah oui, c'est un cadeau empoisonné. C'était fait pour pousser un peu la campagne d'Alain Rousset, mais dès lors que derrière un projet comme ça, on ne parle pas de financement, le projet n'existe pas. Parce que on sait très bien aujourd'hui que, compte tenu de l'état des finances publiques, ce sera très dur de financer un tel projet. Et la région ne devra en tout cas pas, de mon point de vue, prendre part à ce financement. Je suis d'accord avec ce que dit M. Audier sur c'est vraiment la nécessité d'irriguer la capacité en proximité. Le rôle du politique, c'est de simplifier la vie de nos concitoyens. C'est de lui apporter des solutions du quotidien. Et là, je le rejoins totalement sur la capacité à se déplacer, transport et des choses de proximité. Dernière chose sur les aéroports, faut être clair. Je ne sais pas si dans les infrastructures qui seront choisies, il y aura un arbitrage à faire entre Brive et Bergerac. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un arbitrage à faire Périgueux, Bergerac. On ne pourra pas éternellement subventionner des lignes et je pense que Périgueux aujourd'hui n'est pas une ligne qui est viable. Juste une mise en relation avec les aéroports qui sont pour l'instant hors région mais qui vont arriver dans notre région. Christophe. Oui, sur les mobilités, l'idée c'est à la fois bien entendu de répondre aux enjeux de mobilité quotidienne, aux enjeux d'infrastructure, mais également aux enjeux liés à l'égal accès aux services de tous et surtout le territoire. Donc une politique équilibrée entre en fait, les grandes dessertes et les TER.
Donc c'est à la fois bien entendu améliorer les conditions de transport par les TER, et bon, on peut développer effectivement sur la ligne que nous connaissons, et à la fois aussi permettre une connexion rapide à Bordeaux, de façon, ou du moins à Libourne, mais en fait dans la pratique à Bordeaux, de façon à rejoindre au plus vite aussi la LGV, non seulement pour des enjeux vers le nord et la capitale, mais également vers le sud. Les enjeux économiques de demain sont importants. Nous vivons sur des lignes qui datent du 19e siècle, et donc désormais il faut vivre et préparer et anticiper l'avenir, et c'est pour cela que avec Alain Rousset, nous estimons que la LGV est une chance pour le développement de notre région. Et vous en faites supporter le financement à qui ? Ferroutage, il ne faudrait pas l'oublier. Ah, il y a une voix qui c'est pas du tout antinomique avec le ferroutage. Justement, Alain Rousset insiste beaucoup là-dessus. Et il y a 9000 camions qui traversent notre région de nord vers le sud. Et effectivement, il faut là trouver une solution pour remédier à ce mur de camions qui traverse notre région, et ça pose aussi la question de la fiscalité écologique, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Bien, la voix qu'on a entendue qui était hors champ, c'est Margaret Méchin de la Vague Citoyenne. On va laisser la parole maintenant à Lionel pour élever le transport. Pour le transport mobilités. et mobilité, c'est une thématique que connaît bien notre tête de liste régionale, Françoise Coutan, puisqu'elle est vice-présidente en charge de cette thématique au Conseil régional Poitou-Charentes. Notamment, c'est grâce à elle qu'on a encore une ligne Bordeaux-Nantes qui existe, puisqu'il a fallu mettre 125 millions d'euros pour sauver cette ligne-là. Sur la problématique des déplacements, plus spécialement pour notre département, oui, on sait qu'il y a un gros effort à faire, et un gros effort à faire pour ces transports du quotidien, puisque ça répond à un besoin. Juste un exemple, la ligne Bergerac, enfin Bordeaux-Bergerac-Sarlat, c'est 3000 voyageurs par jour, donc bien plus que l'aéroport par exemple. C'est 3000 voyageurs par jour, c'est une ligne qu'on voudrait mettre, on voudrait aller par exemple de Bergerac à Bordeaux en moins d'une heure. Malheureusement, on constate que ce mois-ci, on vient d'annoncer que la vitesse allait passer de 120 à 100 km/h à cause de l'état de la ligne qui existe, parce qu'elle n'a pas été entretenue que par RATP, etc. Ceux qui prennent régulièrement les transports en commun vers Bordeaux, et j'en suis, eh bien, constatent que les TER, et notamment cette promesse de renouvellement complet du matériel ferroviaire pour avoir des trains qui soient un peu plus jeunes que moi plutôt que plus vieux que moi, n'a pas été tenu pour cette ligne-là, puisqu'on a quand même des vieux machins dans lesquels un coup il fait trop chaud ou un coup il fait trop froid. Donc c'est un petit peu dommage, même s'il y a eu un énorme travail qui a été fait par la région, on en a poussé à cela, nos élus ont poussé à cela. Alors, en ce qui concerne les structures aéroportuaires, on va avoir dans cette nouvelle grande région 12 aéroports internationaux. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que la région sera en capacité de financièrement pouvoir aider les 12 régions ? Fermer l'aéroport de Périgueux-Bergerac, je suis incapable de vous le dire à l'heure actuelle. Par contre, ce qui va être nécessaire, c'est qu'il y ait un grand schéma du transport aérien qui soit fait à l'échelle de notre région. Et il y aura à un moment ou à un autre des choix à faire, mais des choix dans l'intérêt général et pas dans des intérêts particuliers. Après, c'est vrai que l'aéroport de Bergerac, se pose la question, effectivement, des investissements énormes qui ont été faits sans visibilité économique pour celui-ci. Et puis, se pose la question aussi sociale par rapport aux compagnies qu'on accueille, par exemple comme Ryanair, que chacun appelle une entreprise voyou par rapport à ses salariés. Bien, merci pour cette question importante des mobilités et des transports. Vous avez le droit d'ajouter un mot chacun, non ? Ils ont le droit d'ajouter un mot chacun. J'ai pas dit que l'émission était terminée. Ensemble, ni je sais pas quoi. Mais non, mais si vous voulez ajouter un truc, chacun à votre tour, vous avez le droit. Voilà, pour terminer, quelque chose que... Ça fait une heure qu'on est là, on ne va pas vous embêter. On va s'arrêter là. À vous. Juste un projet qui nous tient à cœur, nous, écologistes. On a la plus belle rivière du monde, à peu près, qui traverse notre territoire, qui s'appelle la rivière d'Ordogne, qui a été d'ailleurs classée par l'UNESCO réserve mondiale de biosphère. C'est par exemple au niveau touristique une rivière sur la location de canoës
qui fait plus de location, par exemple, qui attire plus que l'Ardèche, qui est pourtant donnée comme la rivière de référence en France. Oui. C'est une vraie richesse qu'on a ici, mais que les différents responsables qui ont géré ce territoire jusqu'à maintenant n'ont pas su mettre en valeur. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est porter un projet qui permette et de préserver cette rivière et de la partager aussi dans le cadre d'un écotourisme responsable et durable et qui diffuse dans tout le territoire. C'est aller vers la création d'un parc naturel régional de la rivière Dordogne. Et cette grande région, puisqu'on partira de Bord-les-Orgues jusqu'à l'embouchure de la Dordogne, cette grande région nous donne cette opportunité-là. Et c'est du développement économique parce que c'est un vrai outil d'aménagement territorial. C'est aussi de la démocratie de proximité. Je sais que ça vous tient à cœur à Canal Pau, puisque c'est géré par des comités qui associent les différents acteurs économiques, associatifs ou de citoyens spécialistes de cela. Et bon pour l'emploi, l'environnement, la démocratie, voilà, c'est de l'écologie. Anthony Baqueta qui va être content avec son projet là-dessus. Bon, le dernier mot, c'était Dordogne, c'est bien ça, pas mal. Il t'a coupé un peu l'herbe sous les pieds, parce que Dordogne, c'est pris. C'est la rivière qui est au centre de la région aussi. Je partage entièrement, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur l'aéroport, juste un petit mot en disant qu'effectivement, il faut engager cette réflexion au niveau régional, mais en disant que l'aéroport de Dordogne-Périgord situé à Bergerac est une chance pour le territoire et cela c'est important aussi pour le développement économique du territoire. Développement économique dont on n'a pas trop parlé, on aurait pu insister beaucoup sur l'aide aux entreprises puisque c'est maintenant la compétence directe de la région. Et exclusive. Oui. Et donc vous savez que tout l'attachement que la région porte aux petites et moyennes entreprises sur la base sur une stratégie d'innovation industrielle et non seulement cela mais aussi l'effort de la région concernant la formation professionnelle qui est une réponse essentielle au problème du chômage aujourd'hui et de ce point de vue nous avons un outil formidable qui vient d'être construit à Bergerac, le lycée des métiers, 40 millions d'euros, sur lequel il faut s'appuyer pour offrir des formations professionnelles qui correspondent aussi aux attentes des entreprises locales et des entreprises qui voudraient s'installer en Bergeracois. On aurait pu parler aussi, et je finis par là, de plein de domaines, l'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'agriculture, avec bien entendu là aussi cette stratégie de l'excellence qui est nécessaire, la transition énergétique, y compris dans le domaine agricole, et surtout l'aide et la reprise la reprise et l'aide à l'installation des agriculteurs. Ça, c'est un point fondamental pour notre territoire. Okay. Juste une toute petite précision, j'ai vu que sur la façade du lycée des métiers, il n'y avait ni la devise républicaine, ni le drapeau français, ni le drapeau européen, c'est juste en attente. Non, c'était... c'est en attente parce que c'est obligatoire de l'avoir au fond. Donc c'est forcément en attente. C'est forcément en attente. D'accord. C'est une obligation. Margaret Méchin, après, on va faire le tour quand même. Comment on était... Voilà, donc Debout la France. Non, moi juste, puisqu'on parlait de citoyens tout à l'heure, la réponse à la citoyenneté, c'est d'envoyer demain au conseil régional des élus qui sont des citoyens, qui ne sont pas des professionnels de la politique. Parce que cette capacité à représenter les citoyens, elle doit venir aussi de ces citoyens dont on dit souvent « ces gens-là, ils sont pas représentés ». On dit « il y a beaucoup d'avocats, de médecins, Voilà. Donc on a fait le choix de présenter en tête de liste Yvon Setz, qui est un menuisier, qui est un artisan. Eh bien, ce choix à tous nos concitoyens qui disent souvent qu'on les interroge, qu'ils en ont marre de l'alternance entre le PS, l'UMP et maintenant ce piège qui est tendu avec la seule alternative qu'on montre dans les médias qui serait le Front National. Ben voilà, il y a d'autres alternatives et ces alternatives, même si elles ne s'appellent pas citoyennes sur le papier, ça reste une démarche citoyenne que d'apporter du sang neuf dans ces conseils régionaux. Bon, je vais conclure donc sur le fait d'une démarche citoyenne. La vague citoyenne, elle n'a pas seulement le nom, elle a aussi la structure et la démarche. Donc je voudrais dire aussi que au niveau de la région et au niveau de l'écologie,
On ne va pas assez loin. On a une rivière Dordogne, mais on a aussi notamment des affluents qu'il faudrait utiliser en tant que moyen de faire de l'énergie verte. Là aussi, on n'a pas développé ça. L'agriculture, certes, on a un gros problème de transmission d'entreprise, où là, il va falloir faire extrêmement attention dans les 5-6 années à venir, où il y aura beaucoup de départs et une incapacité à transmettre les exploitations, du fait d'une politique, alors la PAC est en train de changer, tant mieux, mais du fait du grossissement des exploitations qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de transmettre ces exploitations. D'une part, tant qu'on est sur l'agriculture, les IGP qui sont des réglementations ou des normes qu'on met en avant qui sont, à mon avis, trop légères. Quand on transforme, il suffit de transformer sur un territoire de la marchandise qu'on fait venir d'ailleurs, pour moi, c'est plus de l'IGP. Donc, il faudrait raffermir un petit peu la réglementation pour... On a des produits sains sur notre territoire, à nous de les valoriser sur le territoire. Voilà. Une dernière chose. Au niveau de la... J'ai perdu le fil. Au niveau du réchauffement climatique, là aussi c'est pareil, un peu de bon sens et d'honnêteté dans le discours. On va devoir payer l'addition. Donc à nous d'avoir le courage à dire les choses telles qu'elles sont et d'y aller. Voilà. Et après, je suis contre le réchauffement climatique et je suis contre le refroidissement culturel. Et je vous dis, Adichat, c'est brave. Alors, on a une voix off, 30 secondes. Margaret, il faut parler très fort. Mais pas, on aurait dû amener le fan club. Non, mais vas-y. J'ai pas besoin de micro, il n'y a pas de problème. Oui. Ce qui m'étonne quand même, c'est que tout le monde dans cette grande région fait l'impasse sur quelque chose qui, moi, me terrorise. C'est qu'il y a environ 3 mois, sur le site de la Confédération Paysanne, j'ai trouvé une carte de France avec 29 fermes-usines prévues, dont 14 sur le sud-ouest. Et maintenant, il semblerait, c'est ce qu'on m'a dit il y a 3 jours, qu'il y en aurait 79 de prévus sur notre grande région. Alors nous qui avons une région de qualité de vie, où on a des bons produits, où les gens viennent pour les vacances, où on a une côte qui est déjà un peu embêtée avec la mer qui reprend dessus, on va maintenant avoir les algues vertes aussi. On a détruit la Bretagne, on va détruire l'Aquitaine. Il y a un moment où il faut que ces choses s'arrêtent. C'est aussi là où le citoyen a son mot à dire. Et il faut le dire haut et fort. Et il est grand temps que ces projets-là puissent revenir aux citoyens pour dire on en veut ou on n'en veut pas. Parce que quand on a une usine de 3000 cochons au bout de son jardin, il est trop tard pour faire quelque chose. Non seulement vous avez les problèmes de contact, mais après, allez revendre votre propriété. Bon, donc c'est pas possible qu'on laisse faire ça. C'est absolument pas possible. Merci Margaret. Et pour rassurer Margaret, c'est pour ça que sur notre liste, nous avons 2 agriculteurs qui s'inscrivent dans le syndicalisme paysan et qui sont là pour nous apporter aussi des propositions paysannes pour notre agriculture et non pas des choses qui sont portées uniquement par la Chambre d'agriculture. Et peut-être qu'on pourrait faire usage du référendum. Initiative citoyenne pour ça, par exemple. Bref, peut-être qu'on se reverra avant le second tour. Qu'est-ce que je raconte? Oui, après le premier tour, donc avant le second tour, forcément, même après le deuxième tour. Jusqu'à là, c'est juste. Voilà, pour évoquer les thèmes que tu as déplorés, qu'on n'ait pas pu vraiment. Il sera cherché pour le second tour du LPS. Mais il ne sera pas là. Merci. En tout cas, c'est nous qui vous remercions pour l'initiative. Et bonne campagne. Merci. Fear